Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde intitulée «L'escalade sur ordonnance, un remède pour le corps et l'esprit». Aujourd'hui en France, les chiffres sont éloquents. 13 millions de seniors, 12 millions de personnes en situation de handicap, 33 millions de sédentaires. Au total, ce sont plus de 50 millions de personnes, soit 75% de la population française, qui se retrouveraient éloignées de la pratique sportive et de ses bienfaits. Alors forcément, la grimpe n'échappe pas à la règle, alors que en fait, elle possède en soi des bienfaits thérapeutiques. Euh, Au-delà de bienfaits thérapeutiques en soi de l'escalade, une innovation assez remarquable est en train de redéfinir les frontières de la verticalité. Elle s'appelle le footing vertical. Et cela pourrait bien révolutionner l'accès de l'escalade en salle. En tout cas, je crois savoir que les porteurs du projet l'espèrent fortement. Et nous avons choisi justement d'évoquer avec eux cette avancée majeure ainsi que ses implications thérapeutiques. Donc, j'ai le privilège d'accueillir avec moi le docteur Fadel Moudni. Bonjour. Vous êtes médecin du sport, vous êtes aussi expert scientifique chez MBS qui commercialise l'innovation dont je parlais, le footing vertical. Vous allez pouvoir nous éclairer non seulement sur les bienfaits thérapeutiques de l'innovation, mais sur ce qu'évoque, ce que veut dire particulièrement l'escalade sur ordonnance et en quoi la pratique de l'escalade en elle-même est un outil pour tous les athlètes. Bassa Mawem, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien athlète olympique, tout juste retiré du Exact. parcours pro, puisque vous avez pris votre retraite sportive après les JO de Paris. Vous avez quand même eu le temps de poser un petit record de France. Oui, ça me tenait à cœur. Vous êtes d'ailleurs le premier recordman olympique dans la discipline de l'escalade de vitesse. À 39 ans, vous refermez sans doute l'une des plus belles pages de l'escalade sportive française. Et vous revêtez maintenant le costume de dirigeant chez MBS, donc vous êtes aussi à l'origine de cette innovation. Juste après votre performance au jeu, vous avez eu l'occasion de tester pendant les Jeux paralympiques aussi cette innovation auprès de public de para-athlètes. Vous nous raconterez un petit peu les retours que vous avez pu avoir. Quant à moi, je m'appelle Mathieu, je suis journaliste pour Vertige Média, un jeune média digital aussi frais qu'original qui traite de l'escalade par le prisme des évolutions culturelles, sociales et politiques de nos sociétés. Donc ensemble, pendant une heure, vous l'aurez compris, on va explorer comment la manière dont cette innovation en fait, peut être un outil thérapeutique et comment en soi en fait, l'escalade aussi peut l'être. Je rappelle que juste sont peu interactives, donc on consacrera 15-20 minutes de questions à la fin pour que vous puissiez poser vous-même vos questions à Bassa et à Fadel. Mais sans plus attendre, j'aimerais revenir d'abord sur la genèse et le fonctionnement du footing vertical ou de l'innovation. Bassa, comment est née tout simplement l'idée du footing vertical? Alors, le footing vertical, c'est une idée qui date d'il y a très longtemps. Alors, c'est pas le footing vertical réellement, c'est plutôt l'accessibilité. Alors moi, ça fait 25 ans que je fais de l'escalade, donc ça fait un sacré paquet d'années. Et en fait, j'ai été accompagné dans mes premiers pas par des bénévoles, des personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont fait adhérer à la pratique, à la discipline, qui m'ont fait grandir. Et dans l'escalade, on a la chance d'avoir toute cette bienveillance qui fait que l'escalade est un sport incroyable. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'étais initiateur escalade, je le suis toujours. J'ai passé mon BE, ensuite j'ai passé mon DE, j'ai passé toutes les formations fédérales possibles et inimaginables, je suis formateur. Voilà, je suis ouvreur national. Bref, j'ai vraiment tout fait. J'ai dirigé, j'ai été président de club, j'ai dirigé des structures publiques parce qu'en fait, ce qui me convenait pas suffisamment, en tout cas dans les structures publiques, c'est que les projets avancent pas suffisamment vite. C'est-à-dire que quand on a une idée, on peut pas la mettre en place tout de suite. Il faut. Pour les questions bureaucratiques. Oui, voilà, c'est de l'administration française. Il faut que tout le monde soit d'accord et après, ça met encore un an. Okay. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers le privé où on a un pouvoir d'action quasi immédiat à partir du moment où on adhère au projet. Et voilà, et en fait, même dans ces structures privées, il y avait cette volonté de rendre l'escalade accessible à tous. Et il fallait essayer de trouver la solution. Donc, on a mis tous les moyens imaginables, mettre de plus grosses prises, faire plus de couloirs initiation, mettre plus d'accompagnement avec des professionnels de l'escalade, accompagner au mieux les nouveaux arrivants. Mais on se retrouve quand même limité quand on a une personne qui est en perte d'autonomie.
voilà, d'une personne qui n'a pas toutes ses capacités. Et là, ça demande beaucoup plus de moyens humains, beaucoup plus de moyens matériels, des moyens humains qui coûtent cher, des moyens matériels qui coûtent cher. Et là, on se retrouve face à une difficulté que les structures ne peuvent pas absorber parce qu'elles coûtent justement trop cher. Donc voilà, le temps est passé, tout le monde a fait de son mieux, mais voilà, moi je me suis blessé au JO, j'ai rencontré Fadel, ici présent, avec qui j'ai travaillé pour me remettre... pour faire en sorte que je puisse de nouveau participer à de grandes compétitions. Une grave blessure au biceps, hein, c'est ça? Une grave blessure au biceps. Ouais. Et en fait, cette blessure, pendant tout le temps de ma rééducation, je cherchais des moyens pour continuer à m'entraîner parce que j'avais ce projet de Paris 2024. Donc voilà, on venait juste d'avoir notre salle d'escalade 2021. On a notre salle d'escalade. Je rencontre Fadel. On travaille tous ensemble. Je rencontre Sébastien au centre de rééducation qui passait sa formation en sport santé. Donc voilà, on se rencontre à la machine à café, on discute d'accessibilité, on discute de personnes en situation d'obésité, de personnes en situation de handicap. Et là, je retourne à la salle et je vois, en fait, au centre de rééducation, je croise Guillaume, qui est tétraplégique, un ancien très grand sportif, qui est tétraplégique incomplet, qui peut utiliser ses bras, mais il a très, très, très peu de force. Et en fait, je le recroise à la salle d'escalade parce qu'il emmène son fils à l'école d'escalade. Ouais. Du coup, je le reconnais forcément. Et là, je me dis, c'est incroyable, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, ouais, j'emmène mon fils, je fais trop bien. Ça te dirait de grimper avec ton fils? Il me regarde avec un petit sourire en me disant, mais ok, mais tu vas faire comment? Parce que moi, je ne peux pas sortir de mon fauteuil. Ouais, bien sûr. Je fais, t'inquiète pas, on va s'organiser. Donc là, j'appelle mon frère, j'appelle Sébastien, on discute du projet. Donc on met des poulies, des contrepoids, on se met tous autour de lui, on arrive à le faire grimper. Donc très bien, mais c'était hyper galère. Ouais. Pour lui, c'était pas confortable. Pour nous, c'était pas confortable. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à une solution pour Guillaume. Et cette solution a amené plusieurs verticales qui demain verront le jour pour l'accessibilité en escalade et aussi la sécurité. Ouais. Alors vous l'avez évoqué, vous êtes blessé gravement au biceps, etc. Mais avant même l'innovation du treuil, on en parlera un peu plus spécifiquement sur les particularités techniques. L'escalade est en soi, en fait, dans un parcours de rééducation aussi un outil thérapeutique. Et par la voix de vous, Fadel, en fait, vous avez pu aussi avoir un dialogue là-dessus et justement théoriser cette notion d'escalade sur ordonnance. Donc avant de passer en fait à véritablement ce que c'est le footing vertical et l'innovation que vous commercialisez, que vous allez commercialiser la semaine prochaine. Est-ce que, Fadel, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par escalade sur ordonnance et à quel point en fait, l'escalade en soi est un outil thérapeutique dans des parcours de soins et de rééducation? Bonjour à tous, je vous remercie de me donner la parole là, sur un sujet qui me tient à cœur. Moi, Bassa, je l'ai rencontré donc après les Jeux de Tokyo, la blessure que tout le monde connaît. N'hésite pas. Et on a essayé de mettre en place un programme de rééducation, mais il a dû être immobilisé et une question a été soulevée. C'était à son âge, à ce moment-là, comment peut-il se préparer au mieux pour les Jeux de Paris 2024 ? Est-ce qu'il existe des solutions qui permettent de réduire le temps d'inaccès, de non-accessibilité au mur d'escalade? Et à cette question, la réponse était non à ce moment-là. Et moi, j'ai adhéré au projet parce que, je pense que ce produit va permettre aux sportifs de se préparer au mieux. Et surtout pour le type de patient que je vois. Moi, je suis médecin à l'hôpital aussi en rééducation et j'ai pas mal de patients en situation de handicap. Et je pense que l'escalade peut nous être utile pour certains types de patients. Alors, juste faire un point, on l'abordera peut-être après, mais dans la phase de rééducation, vous avez utilisé l'innovation du footing vertical pour participer au JO de Paris ou c'est... Non, on n'a pas utilisé et on aurait aimé. Et le but, c'est que maintenant, les prochains puissent le faire. Faire la parenthèse. Donc j'ai fait quelques slides parce qu'on va parler de certains de termes d'activité physique adaptée, de santé, de prévention primaire, d'escalade thérapeutique, de sport santé. Quelques slides pour appuyer un petit peu les propos pour qu'on puisse tous avoir le même langage et aux questions-réponses un peu discuter là-dessus. Alors, si ça va bien fonctionner... Voilà. Donc l'intérêt en santé, quelques généralités, l'activité physique adaptée telle que l'OMS le décrit. L'OMS dit qu'il faut faire 2h30 à 5 heures par semaine pour parler d'activité physique à proprement dit. Et l'activité physique adaptée, en fait, c'est pour tous les patients qui ne peuvent pas le faire en autonomie ou en sécurité, ce nombre d'heures hebdomadaires.
C'est régi par le Code de la santé publique. Je vous ai mis les critères. On parle en équivalent mètre, mais ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui. L'escalade dans sa généralité également apporte un étirement, à la fois un étirement et à la fois un renforcement musculaire. Il y a très peu de sports ou d'activités physiques adaptées qui le proposent. Une bilatéralité de l'effort et un renforcement musculaire. Quand on dit muscle, on dit souvent le système musculo-squelettique, mais le cœur est également un muscle et l'escalade apporte quelques importants effets thérapeutiques. Donc moi, en tant que médecin, il ne suffit pas de présenter les choses. J'aime bien présenter mes sources. Et les sources, en tant que médecin, c'est surtout la haute autorité de santé. Donc si vous voulez creuser un peu l'affaire, c'est là-dessus qu'il faut y aller. Ça doit être de 2022. Donc l'intérêt en santé, c'est en fonction du type de patient. Et là, c'est surtout pour le langage commun. Donc il y a seniors, sédentaires et patients en situation de handicap. On scinde les deux. Il y a la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Prévention primaire, on n'est pas malade, on prévient la maladie. Prévention secondaire, on est malade, on est au début de la maladie, on évite qu'elle dégénère. Et prévention tertiaire, on est déjà malade, chronique, et on évite les complications. Alors, ça doit passer en fait. L'intérêt en santé en fonction du type de pratique. Bon, ce n'est pas à vous que je vais expliquer comment faire de l'escalade. Mais en tout cas, pour le bloc La Voix, moi j'y vois un intérêt, et puis la littérature sur le bloc, sur les notions d'amplitude articulaire, que ce soit pour les ceintures les épaules, ou le bassin. Pour La Voix, là c'est encore plus intéressant. Il y a cette notion d'apprentissage, des éléments cognitifs que le grimpeur apprend, notamment sur l'aspect sécurité, mais également la planification, l'organisation lors de la grimpe. La confiance en soi et en l'autre, on sait que c'est un sport très sociable qui permet d'avoir confiance en soi, mais également en l'autre. Et ça, c'est un élément important dans l'activité physique adaptée. Il y a très peu d'activités physiques qui proposent autant de choses au même moment. L'agoraphobie, c'est la peur de l'environnement, la peur du vide. Et l'escalade permet un traitement pour ça. Alors, j'ai mis vitesse parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui fait un peu de vitesse, mais aussi parce que la vitesse permet de travailler la coordination, et ça, c'est hyper important en activité physique adaptée. J'ai mis le niveau d'expérience parce que moi, je suis néophyte, je ne suis pas un grimpeur. Ça me permet d'avoir vraiment le retour que de mes patients et pas mon propre retour. Et à part mon petit propre retour qui était que quand j'ai un peu grimpé dans la salle des frères Mawem, j'utilisais que mes bras. Et en fait, en fonction du niveau d'expérience, on peut avoir un intérêt en santé différent. C'est-à-dire qu'au départ, on va surtout axer simplement sur comment bien renforcer au niveau membre inférieur. Et après, plus on est expérimenté, plus on travaille en rééducation ou en activité physique adaptée de façon plus précise. Fadel, pour qu'on se rende bien compte concrètement de ce que vous dites, est-ce qu'il vous est arrivé de prescrire en fait l'escalade comme discipline à quelqu'un qui est en période de rééducation ou quelqu'un qui a peur du vide, etc., qui n'en faisait pas du tout, qui n'avait pas du tout l'idée de faire? Et est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, dit autrement, en fait, la variété en fait, de bienfaits thérapeutiques de la pratique, est-ce qu'elle dépasse toute autre discipline sportive? Est-ce que l'escalade fait partie en fait, peut-être des top disciplines pour l'intégrer dans un parcours de soins ou de rééducation? Pour moi, oui. Je la compare beaucoup à la balnéothérapie, ou en tout cas à la piscine, parce qu'on est pas mal sur la bilatéralité, on travaille pas mal de choses, mais on n'a pas cette notion cognitive que j'ai présentée tout à l'heure sur l'aspect apprentissage, planification, mémorisation des voies. Donc je trouve que d'un aspect des fonctions supérieures, ce qu'on appelle fonctions supérieures au niveau cérébral, on a quand même, avec l'escalade, une amélioration comparativement aux autres activités physiques adaptées. C'est assez dingue d'entendre qu'on peut soigner l'agoraphobie par la pratique de l'escalade. Et ça, la littérature le dit. Hein. C'est pas moi qui le dis. Bah oui, j'en doute pas. Alors, le sport sur ordonnance, parce qu'il faut bien qu'on parle de l'escalade sur ordonnance. Qu'est-ce que c'est le sport sur ordonnance? C'est la pratique d'une activité physique adaptée, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors vous avez, là j'ai mis un petit truc sur le type d'activité, parce qu'on parle d'escalade aujourd'hui, mais vous dites qu'il y a d'autres sports, et donc le ministère des Sports a bien répertorié ça sur le différents types de sports possibles. Donc on parle de maladies chroniques, notamment les patients en infection de longue durée, qui sont en perte d'autonomie. Voilà le triptyque pour parler de sport sur ordonnance. Ça c'est la réponse à c'est quoi? Par qui? C'est par les professionnels de santé, ergothérapeutes, kinésithérapeutes ou enseignants en activité physique adaptée, mais pas que, les éducateurs sportifs
peuvent le faire également, mais pour ça, il faut avoir une formation qui est, c'est sur décret en fait, hein, et notamment la Fédération française de montagne et de l'escalade permet aux éducateurs sportifs de se former sous réserve d'avoir réalisé une formation d'une quarantaine d'heures à peu près. Voilà, c'est la certification d'escalade en santé proposée par la Fédération française de montagne et d'escalade, 42 heures, donc 32 heures en centre de formation. La prochaine session, normalement, ça va sortir, mais c'est en avril sur Strasbourg. Enfin bon, bref. Est-ce remboursé ? C'est la question. Est-ce que je peux faire de l'escalade en étant remboursé complètement ? La réponse est l'assurance maladie, non. De toute façon, elle rembourse de moins en moins de choses, j'ai envie de dire. C'est pas l'escalade qu'elle va commencer à rembourser. Par contre, les mutuelles, dans le cadre du sport santé, certaines mutuelles, comme dans tout, maintenant on va avoir le rôle des mutuelles qui va être prépondérant, commencent à rembourser. Après, il y a la ville, l'agence régionale de santé, via les clubs et les associations, qui peut participer au sport santé. Vraiment galère avec... voilà. Donc là, la prochaine formation pour les éducateurs, c'est à Strasbourg, chez nous, parce qu'on est alsaciens, en mars 2025. Où ça se fait où ? C'est les associations, les clubs, les maisons sport santé. Et puis il y a tout un guide des sports qui est sur le site internet du ministère et dont le footing vertical fait partie. Et il fait également partie des grandes causes nationales 2024 pour promouvoir le sport en France. L'escalade sur ordonnance. J'insiste sur le fait, moi je suis médecin, c'est une prescription médicale et de mes collègues, les réticences que j'ai pu avoir de mes collègues, c'était la notion de sécurité, parce que nous quand on prescrit quelque chose, on a une grosse responsabilité envers nos patients et on veut que ce soit sûr. Et les freins, alors la littérature dit que les freins pour les grimpeurs, c'est en situation de maladie chronique, c'est le manque de motivation et le manque de temps. Mais pour nous, les thérapeutes, c'est l'aspect sécure. Et c'est pour ça que pour moi, les solutions proposées par MBS, notamment le BAS, ça permet de lever ce frein-là au niveau médical. Donc il faut imaginer un monde où demain, on arrive chez son médecin et au lieu de nous prescrire des séances de kiné, ce que tout le monde connaît, c'est des séances d'escalade qui nous seront prescrites. Alors pas remboursées par la Sécu, en tout cas pas encore, mais par des mutuelles. Aujourd'hui, pour donner un nombre, vous, Fadel, en tant que médecin du sport, vous avez déjà prescrit de l'escalade sur ordonnance pour se Oui, compte à peu près d'un en chiffre, activité physique adaptée, il faut faire attention. On ne prescrit pas de la kinésithérapie par l'escalade, en tout cas pas aujourd'hui. Ouais. Non, je faisais juste le parallèle avec... mais on prescrit, moi je prescris de l'activité physique adaptée en escalade. D'accord. Et mes collègues aussi, je ne suis pas le seul. Je vous ai dit que les médecins sont plutôt réticents à prescrire l'escalade par défaut de sécurité. C'est pour ça que le Comité national olympique français, avec la Société française de médecine de l'exercice et du sport, a édité avec un des professeurs strasbourgeois d'ailleurs, professeur Lecoq, le médico-sport santé via le Vidal. S'il y a des thérapeutes ici, vous connaissez très certainement le Vidal. Et donc c'est une cartographie de tous les sports santé accessibles en France et à plusieurs pages sur l'escalade. Et notamment, c'est cette slide-là où il distingue bien l'intérêt de l'escalade en bloc ou de l'escalade en voie. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'aspect cognitif pour l'apprentissage en escalade par voie est important. C'est ce qu'on voit sur les courbes jaunes. Et pour le trouble musculo-squelettique, donc le bloc et les amplitudes articulaires améliorées, c'est ce qu'on voit sur les courbes vertes plus haut. Alors, ça, c'est les critères donnés par le Comité national olympique pour pouvoir faire de l'escalade santé sur ordonnance. Les critères requis, il y a pas mal de critères. Il faut avoir une vision plutôt... Ça va de normal à non-voyant. Enfin, il y a plein de critères. Et je trouve que ces critères sont assez restrictifs. De dire que si on a un trouble de l'équilibre, on ne peut pas faire de l'escalade, je trouve ça limitant. Avoir un comportement normal, alors bien sûr il ne faut pas avoir une pathologie psychiatrique évolutive, c'est une des contre-indications notamment à l'escalade par la Fédération française de montagne et d'escalade, mais par exemple d'avoir une fragilité osseuse. Les solutions proposées par MBS, notamment sur le footing vertical, je pense permettraient d'élargir ces critères
d'inclure un plus grand nombre de sportifs en activité physique adaptée et donc faire évoluer éventuellement ce médico-sport santé. Alors, tac, voilà, on y arrive. Donc, alors là, moi, si tu me poses la question, qu'est-ce que je fais? Tu m'as souvent posé la question, qu'est-ce que je fais en pratique? Donc, moi, je suis dans la région alsacienne, dans le Grand Est. On a un dispositif qui est régi par la région Grand Est et l'ARS qui s'appelle Prescrimove. Et c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'activité physique adaptée en sport santé. Donc, il y a un bilan par le médecin spécialiste qui prescrit l'activité physique adaptée. Il y a un bilan par le thérapeute, l'éducateur sportif. Il y a la réalisation des séances. Et ensuite, au bout de 12 séances, chez nous dans le Grand Est, il y a 12 séances qui sont remboursées par l'Agence régionale de santé. On oriente vers un club, tel que par exemple un club d'escalade, privé ou associatif, et pour faire le relais en fait, après ces 12 séances. Pour l'aider, l'initier à rentrer dans un sport adapté, mais sur le long terme, mais non pas sur 12 séances au bout de 2 mois et on arrête. C'est un peu ça l'idée. Moi, ça, c'était comme quoi je suis référent sur la maison sport santé dans ma ville, quoi. Là, je vous ai mis, moi je suis référent dans ma ville sur mon sport santé, mais il y a des référents à la Fédération française montagne et d'escalade. Ça, c'est pour que vous ayez les slides plus tard avec toutes les coordonnées des différents référents sport santé. Voilà. Et pour finir, j'ai un peu longtemps parlé, l'escalade comme solution thérapeutique. Alors, vous l'avez compris, il y a un parcours de soins bien établi. L'idée, c'est que, je ne sais pas si vous êtes des thérapeutes ou pas, c'est que vous puissiez participer à ce parcours de soins. Alors, le parcours de soins en rééducation, tu en as parlé tout à l'heure, kinésithérapie, tout ça, c'est encore un petit peu plus difficile parce qu'il y a pas mal de limitations, surtout pour les personnes en situation de prévention tertiaire. Avec un handicap assez lourd. Ils ont des difficultés à accéder aux salles d'escalade. Et là, on est un petit peu en difficulté. Et c'est pour ça que cette structure type MBS ou footing vertical, je pense, permettra de lever certains freins sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap plutôt important. Après, j'ai mis un peu de littérature. Et là, c'est ce qu'on retrouve sur les freins en littérature. Ici, c'est un petit peu les leviers difficiles. Et pour finir vraiment, et là je te donne la parole à Bassa et à toi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à son retour au sport à Tokyo. Ça, c'est la telle qu'on lui a mis à l'hôpital. On dirait que c'était il y a 30 ans cette histoire. mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me dis qu'il faut faire évoluer un petit peu la rééducation, le retour au sport. Et c'est un peu pour ça qu'on est là, pour un petit peu faire évoluer l'escalade thérapeutique. Et j'espère vous avoir un peu convaincu. Merci beaucoup, Fadel. Mon cher Bassa, reprenons l'histoire là où on l'a laissé, donc avec Guillaume Janin, cet ancien triathlète, donc tétraplégique, etc., que vous essayez de faire monter et vous galérez. Etc. Qu'est-ce qui se passe après? À partir de quand, en fait, vous vous dites, bon, ben voilà, il y a cet enjeu-là, c'est difficile de faire grimper quelqu'un en fauteuil, voire impossible, en fait, on n'y arrivera jamais, etc. À quel moment, en fait, il y a un déclic qui fait que vous trouviez cette solution et cette innovation si on rentre véritablement dans le cœur de la machine? En fait, on a commencé par, comme je le disais, par des poulies, des contrepoids. Après, il fallait aussi se faire accompagner parce qu'on savait que c'était un projet forcément innovant, ça n'existe pas. Innovant, qui part de zéro. On est des entrepreneurs, mais on n'est pas des spécialistes dans l'innovation. Donc, il fallait vraiment se faire accompagner. C'est là où Sébastien vous a rejoint, du coup. Enfin, il était déjà là. Il était déjà là. Okay. Il était déjà là. En fait, on a commencé dès le début ensemble. À partir du moment où on s'était partagé les idées, lui, il avait la version, plutôt la vision technique. Voilà, nous, on avait le retour d'expérience. Donc, on a commencé à travailler sur le sujet. Sébastien Kuhn, qui, pardon, je t'occupe, qui devait être là, qui est le directeur technique de MBS et qui en fait a aidé Bassa à concevoir en fait l'outil de footing vertical. Ouais, je refais voilà. En gros, il y a 3 fondateurs dans MBS. MBS, c'est Michael, Bassa et Sébastien. Voilà, très simple, au cas où. Voilà, on est les fondateurs. Très vite, on a rencontré Fadel, j'avais rencontré juste avant. Mike s'occupe de la communication, moi je m'occupe de tout et des relations, et Sébastien s'occupe plutôt de la partie technique, voilà, parce qu'il est ingénieur de formation. Donc c'est plus simple de comprendre des techniciens, voilà, tout simplement. Bien sûr. Et donc on a commencé par des poulies contrepoids, donc on s'est rapproché de Semia. Semia, c'est un incubateur de start-up qui accompagne les start-up à développer leurs produits.
développer leurs innovations, leurs idées. Mhm. Voilà, ils nous offrent toute une structure avec des chargés d'affaires, des personnes qui ont de l'expérience dans l'innovation pour qu'on arrive au bout de notre projet. Mhm. Donc on s'est présenté avec nos poulies et nos contrepoids et ils nous ont gentiment dit que c'était pas une preuve de concept, donc allez réfléchir encore un peu, faites des essais et revenez nous voir plus tard. Ok. Donc on a continué à réfléchir parce que c'était pas assez beau, pas assez propre, donc on a tout mis derrière le mur. On a mis des racks de poids de muscu pour pouvoir contrôler l'assistance, contrôler l'assistance facilement, sans devoir mettre des poids sur des cordes. Ouais. Voilà, quelque chose de propre, de simple, mais qui restait très mécanique. Donc on se représente à Semia 6 mois après, ils nous disent bon, c'est sympa, vous avez fait des efforts, mais ça suffit pas. Ah ouais. Donc on repart au charbon, Ouais. mais parce que c'est un vrai accompagnement et tous les incubateurs de start-up en fait accompagnent réellement les start-up. Ouais, j'imagine. Et c'est pour ça qu'ils font un tri sélectif pour savoir si la start-up va aller au bout de son projet, parce que sinon c'est de l'investissement humain pour Perdu, pas ouais. grand-chose. Et donc là on se dit c'est compliqué, mais on leur dit aussi gentiment qu'on va aller au bout de notre idée. Mais la solution c'était de trouver, et le grand challenge c'était de trouver un industriel ou un bureau d'études étant en capacité avec notre cahier des charges, de développer cette preuve de concept. Donc ça a été une longue mission. Et on a réussi à trouver donc un industriel qui a accepté notre cahier des charges et travaillé dessus parce qu'ils sont tous surbookés. Et trouver un industriel qui soit prêt à à travailler sur notre projet, c'était compliqué. Bon, après, forcément, ça a un coût, mais déjà, le trouver, c'était vraiment très compliqué. Donc on le trouve. Il nous produit la preuve de concept. Donc là, on a notre première machine. On se fait incuber par l'incubateur. Et ça, c'est allé hyper vite, parce qu'à partir du moment où on a eu notre preuve de concept, on l'a eu en juillet 2023. Ouais. 2023, oui, c'est ça. De juillet à décembre, on est incubé. Donc là, on est en formation, des cours tous les jours. On travaille sur notre projet. En décembre, on passe devant un comité qui juge si notre solution est suffisamment aboutie, si la start-up qu'on veut lancer est suffisamment aboutie. Donc à la fois sur la partie commerciale, sur tous les plans. sur tous les plans, et j'imagine technique, aussi sur la partie sécuritaire. Sur tous les plans. C'est vraiment sur tous les plans. Et à cette époque-là, je préparais encore les JO. Il fallait que je m'entraîne. Ouais. Donc c'était vraiment beaucoup de travail pour tout le monde. Et voilà, donc incubation individuelle. Donc on passe au comité. Donc là, on est face à des banquiers, face à des financiers, face à des porteurs de projets. Donc il faut présenter quelque chose de viable. Donc on le passe avec succès. Et après cette période-là, en fait, après cet examen, on est en incubation individuelle. Et là, on a un chargé d'affaires qui nous accompagne tout au long de notre projet, qui valide les étapes. Voilà, on a une ligne directrice et en gros, si on dévie trop, il nous tapote sur la tête pour retrouver le droit chemin. Donc voilà. Juste pour se rendre compte du caractère potentiellement exceptionnel en fait de l'innovation, c'était quelque chose qui existait ailleurs dans d'autres pays non, où il y avait des prototypes. Ça n'existe pas. Vous êtes parti vraiment de Z, quoi. De rien. De rien du tout. Sur tous les plans, on est parti de rien. Et c'est ce qui fait la beauté et en même temps la difficulté du projet, c'est qu'on se retrouve face à des difficultés et des défis techniques qui sont à chaque fois des challenges. Mais Seb qui vient d'arriver, et voilà. Bienvenue. va pouvoir, c'est parfait, va pouvoir vous en parler. Voilà, on travaille avec des ingénieurs de haut niveau, on travaille avec des professionnels dans tous les domaines d'activité. On apprend tous les jours parce qu'on n'est pas des professionnels dans tous les domaines d'activité. Voilà, on s'y connaît bien, on est impliqué, on est motivé, donc du coup on apprend tous les jours. Mais sur ce type de projet, on est obligé de travailler avec des professionnels qui sont experts dans ces domaines-là pour pouvoir aller au bout de nos idées. Donc, Sébastien, vous arrivez à point nommé. Voilà, on vous attendait pour cette partie-là. Concrètement, en fait, la question que je vais avoir pour vous, c'est quoi le footing vertical, enfin, sur l'objet, à quoi ça ressemble, etc. Que la salle puisse se figurer en fait ce que c'est. On a déjà parlé avec Bassa qui vient de terminer sur en fait tout le parcours d'innovation et d'incubation en fait par lequel vous êtes passé. Maintenant, voilà, on va demain dans une salle et dans votre salle d'escalade. On veut utiliser ce treuil. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Ok, super. Alors, ouais, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Parfait. Ouais, navré pour le retard. Effectivement, j'étais en train de faire vivre l'expérience à des personnes. Alors, en fait, le footing vertical, techniquement parlant, c'est un enrouleur. On est un petit peu plus gros.
C'est un enrouleur dans lequel il y a une assistance motorisée, en fait, avec une autonomie énergétique. Donc en fait, on le branche sur une prise de courant, mais il produit aussi de l'énergie. Il a des batteries et du coup, il consomme très peu d'énergie sur le secteur. Et ça permet d'apporter un allègement de poids à la personne qui va faire de l'escalade. En fait, aujourd'hui, notre poids de corps, quand on grimpe, il nécessite à ce qu'on ait la force musculaire qui vienne compenser en fait, ce poids de corps. Si on prend une personne en situation d'obésité, par exemple, monter un escalier, c'est déjà un effort physique important. Et faire de l'escalade, ça va tout de suite l'amener dans une phase d'utilisation de ses muscles qui va lui donner des crampes, qui va lui donner des bouteilles. L'assistance électrique, elle va alléger le poids de son corps et elle va lui permettre... Jusqu'à 80%, c'est ça? Alors, on peut aller même beaucoup plus haut parce qu'une personne paraplégique qui n'a pas l'usage de ses jambes, elle va avoir besoin qu'on prenne l'intégralité du poids de son corps en charge. Et donc, supprimer cette constante physique ou baisser la constante physique, ça permet de profiter de cette activité qui amène plein de choses, d'autres que juste la force physique, mais sans avoir la pénibilité en fait, qu'ils vont pouvoir ressentir parce qu'ils ont un poids de corps qui est trop important. Quel est le premier retour, justement, vous en sortez là peut-être à chaud, vous pouvez nous dire quel est le premier retour j'allais dire des patients, mais non, plutôt des cobayes ou des testeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, notamment ceux qui, commençons peut-être par ceux qui sont en fauteuil, je ne sais pas si là... Oui. Alors effectivement, pour ceux qui sont en fauteuil, pour moi ça a même été assez déstabilisant parce que j'ai des personnes qui sont descendues en pleurant. Alors je me suis dit, elles ont peut-être eu mal quelque part, c'était pas ça, elles ont peut-être eu peur, c'était pas ça non plus. En fait, elles ont tout simplement, pour des gens qui vivent depuis un fauteuil roulant, qui vivent le monde d'en bas, en fait, elles ont vécu le monde d'en haut. Elles ont vu le monde d'au-dessus, elles ont découvert le monde de la verticalité, que nous on connaît, chaque fois qu'on se lève d'une chaise, en fait, on se verticalise. Eux, c'est pas le cas. Et du coup, c'est assez fort en émotion quand on vit ça, surtout la première fois. Et puis ça fait beaucoup de bien parce qu'on sent qu'on développe ce projet pour les autres et que ça leur apporte quelque chose. Maintenant, pour les personnes valides, qui ont parfois juste du surpoids ou qui sont sédentaires, qui viennent faire du sport santé, qu'est-ce que ça leur apporte? En fait, ils sont assez surpris. Ils me disent, au final, l'escalade, c'est facile. Et puis moi, je regarde sur mon téléphone et je vois qu'il y a 80% d'assistance sur le système. Et puis là, mon doigt glisse à 50% et là, je les vois. Wow. Ah oui, donc on peut régler la difficulté. Exactement. On peut la régler en cours de route. Pour mettre du rythme, pour les faire transpirer, quoi. Et en ça, l'être humain, il est bien fait. La personne, sa première expérience, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle découvre la verticalité, qu'elle arrive au bout de la voie, qu'elle se fasse plaisir. Et une fois qu'elle est arrivée en haut, elle se dit... C'était quand même trop facile. Et là, au deuxième essai, elle va mettre un petit peu moins d'aide, jusqu'à trouver sa propre limite. Et puis cette limite, elle va se déplacer dans le temps. Au fur et à mesure qu'elle pratique, elle va gagner en gainage, en explosivité, en coordination, toutes les constantes de l'escalade. Et puis elle va avoir besoin de moins en moins d'aide. Et puis un jour, elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas mettre moins d'aide sur l'application. Et l'application va lui dire, c'est le moment d'aller grimper avec les autres. Ce que vous nous dites là, c'est comme moi, par exemple, qui vais dans une salle pour faire de l'auto-enrouleur, les personnes sont complètement autonomes sur la machine. Il n'y a pas besoin de guide ou d'assistance. Exactement. D'accord. En tout cas, c'est l'objectif de la... c'est tout le sel du projet, j'imagine aussi. On l'a voulu pilotable par un smartphone, mais sur la sangle de la machine, il y a une télécommande qui permet de faire la même chose à partir d'une commande qui ne nécessite pas de téléphone portable. Avec le téléphone portable, l'avantage c'est qu'on peut enregistrer ses paramètres. Voilà, on peut sauvegarder ses paramètres, on peut diffuser sur les réseaux qu'on a réussi à grimper telle ou telle voie. Mais par exemple, pour une personne senior qui ne souhaiterait pas utiliser un smartphone, elle s'accroche, elle appuie sur la flèche vers le haut, et puis c'est parti, elle grimpe. Et si c'est un petit peu trop dur, elle va pouvoir rajouter... régler elle-même son... Exactement, Fadel, si on parle de thérapie, au-delà de remettre en fait les gens sur un mur et leur refaire tester la verticalité, revoir le monde d'en haut, est-ce qu'on peut réparer, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, réparer certains corps, réparer en fait certaines choses, aller au-delà en fait juste de faire de l'escalade, mais aussi soigner en fait quelque chose par cette innovation? Alors, c'est un sujet un peu compliqué parce que là, on rentre dans la rééducation à proprement dite. Et ça, je suis persuadé que ça peut le faire, mais... c'est pas
C'est pas prouvé encore. C'est pas prouvé et en médecine, on aime bien Bien sûr. prouver les choses. Après, je rebondis un petit peu sur ce que Sébastien et ce que tu as dit sur le monde de la verticalité, le mur de la verticalité. Moi, je rajoute une notion, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans mon topo. Il y a l'aspect psychologique ou un petit peu sur la sociabilité. Moi, je dirais que c'est aussi un mur d'égalité. C'est-à-dire qu'un patient qui est en situation, un grimpeur en situation de handicap, une fois qu'il est sur le mur d'escalade, il y a plus de chaises roulantes et on est tous à égalité. Donc, sur l'aspect psychologique et sociabilité, je trouve que c'est un intérêt fondamental. Oui, tout à fait. Avant qu'on prenne quelques questions dans la salle, vous en êtes où au niveau du déploiement de la solution aujourd'hui, elle existe dans vos salles. Je crois que vous avez comme partenaire ClimbUp, c'est ça, qui vous a déjà acheté, alors je ne sais pas si on peut dire acheter, mais en tout cas proposé d'utiliser votre innovation. C'est quoi l'objectif là dans les mois ou les années qui viennent? Alors nous, notre objectif, c'est qu'il y ait un dispositif dans chacune des salles d'escalade. Okay. Voilà. Alors là, je vais parler un peu avec Metrip, mais je ne vois pas pourquoi on doit, en tant que dirigeant et entrepreneur, je ne vois pas pourquoi on doit se forcer à mettre, entre guillemets, parce que je suis totalement pour l'inclusion. C'est un mot qui ne devrait pas exister, à mon avis. Ouais. Mais voilà, on doit faire en sorte d'avoir des toilettes pour les personnes en situation de handicap, de rendre toutes les installations accessibles à tout le monde. En revanche, quand ils sont devant le mur d'escalade, ça pose de problème à personne que ces personnes ne puissent pas grimper. Mmh. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, il faut que, et pour nous, là je parle de tous les membres d'MBS, il faut que notre dispositif doit être dans l'ensemble des structures d'escalade. Alors c'est plus simple, comme je vous disais tout à l'heure, de faire en sorte que le dispositif soit rapidement dans les salles privées, parce que ce sont des entrepreneurs qui prennent des décisions, voilà, on les représente, on essaie de les convaincre, et ils l'installent. Après, il y a forcément une notion financière qui peut être un frein. Justement, vous pourrez en parler de ça du coup? Oui, on pourra en parler, pas de souci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, mais non, notre ambition, c'est juste pour l'ambition, c'est l'ensemble des structures publiques et l'ensemble des structures privées. Ouais. Pour le public, il y a beaucoup de travail parce qu'il faut aller rencontrer les maires, tous les dirigeants, tous les publics, quoi. Voilà. Mais pour ça, et pour faciliter notre accès, on a de la chance d'être en lien avec la fédération depuis des années. Donc on va signer un partenariat demain avec la FFME pour faire en sorte On est dans l'actu. Oui, totalement. Qui fasse la promotion du dispositif, vu qu'on est pour l'accessibilité à tous. Donc voilà, donc on va faire un geste commercial pour la fédération, pour que ce soit plus accessible. À côté de ça, il y a l'ANS qui va financer jusqu'à 80% de la solution. Ah oui. Donc il ne restera pas grand-chose à payer pour les communes. Et pour les privés, ça va être eux et eux-mêmes. En tout cas, la solution existe. À partir du dernier trimestre de cette année, plus personne pourra dire que l'escalade est un sport élitiste, sauf si c'est leur envie, quoi. Oui, absolument. Merci beaucoup à tous les trois. C'est le moment de la promesse de prendre des questions de la salle. Il nous reste 15 minutes, une quinzaine de minutes. Est-ce que quelqu'un voudrait poser des questions à Bassaf, Adèle ou Sébastien? Oui. Oui, bonjour. Du coup, on n'a pas parlé du budget, du coup. Oui, alors le budget, la machine coûte 38 000 € hors taxe. Okay, donc ça fait un petit prix. Donc pour toutes les nouvelles salles d'escalade qui s'ouvrent, donc vu que c'est une ouverture de salle d'escalade, c'est entre 1 million et ça peut monter jusqu'à 20 millions d'euros. Donc dans un budget de construction, c'est rien du tout. Donc les nouvelles salles d'escalade seront équipées. Voilà, celles qui sont en projet de construction. Alors, on est en train de discuter avec entreprises, avec Walltopia, avec les constructeurs de murs pour faire en sorte de déployer la solution le plus vite possible. Ce qui va être plus long, c'est l'adaptation des salles existantes, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens, même si elles sont pour l'accessibilité, il y a quand même ce besoin de rentabilité. Donc on peut comprendre que ce soit un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on joue un peu sur tous les fronts. Mais donc 38 000 € hors taxe pour l'achat, donc ça sera plutôt pour les nouvelles structures. Sinon, pour que ce soit accessible, parce que c'est bien de développer des solutions pour l'accessibilité, mais si elles ne sont pas accessibles en termes de tarifs, ça devient compliqué. Donc nous, on a pensé à une formule de location, donc on vend un service, voilà,
Donc on met à disposition la machine et ils nous louent un service. Donc là, on est à 649 € par mois. Et pour ces précommandes, parce que là, pour l'instant, la machine n'est pas encore déployée, elle est à Colmar en prototype. Là, on l'a emmenée sur le salon pour que vous puissiez la tester. Donc si vous voulez la tester, vous avez 2 jours sur un petit mur de 3 mètres, désolé. Mais ça marche quand même. Mais sinon, pour ces précommandes et pour faire en sorte que les structures privées françaises puissent s'équiper rapidement, on a fait une remise de 50% dans un premier temps sur la première étape de précommande. Donc c'est énorme. Autant dire que nous, là, pour le coup, c'est pour le fait c'est pour le principe que l'ensemble des salles soient équipées qu'on fait ce geste-là, et pour avoir des retours aussi d'expérience qui sont hyper importantes pour nous, pour dire voilà le modèle français, voilà le modèle qui marche. Toutes les structures privées se sont équipées, les structures publiques sont en train de s'équiper. Vous pouvez faire la même chose en Allemagne, vous pouvez faire la même chose en Suisse, et ainsi de suite. On aura un modèle. Donc c'est important pour nous d'avoir un modèle, et c'est important pour nous d'avoir un modèle français, voilà, vu que c'est français. Et donc 649 € par mois. Aujourd'hui, on est sur une autre phase de précommande à moins 40%. Et il y en aura une dernière courant juin à peu près, avec encore des avantages. Donc là, on est là pour faire tester aux dirigeants, on est là pour faire tester aux utilisateurs finaux, donc vous et les autres, pour vous rendre compte du potentiel de la machine et surtout de ses bienfaits. C'était juste pour demander s'il y avait une autre question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la durée totale du projet, de l'émergence de l'idée jusqu'à la concrétisation et la commercialisation aujourd'hui. Combien de temps ça vous a pris pour développer tout ça? Alors, combien de temps sur la réflexion? C'est 25 ans. Et beaucoup d'expérience, parce que sinon, on ne serait pas là. Sinon, on a commencé à travailler dessus en 2021, après ma blessure, des JO. Donc, ça fait 3 ans. Ouais, voilà, à peu près 3 ans. On a monté la start-up il y a 1 an, en janvier 2024. Et voilà, l'industrialisation va commencer dans 3 mois, 4 mois, pour une livraison à partir de septembre, octobre, novembre 2025. Pardon, je me permets de poser une question. Vous étiez du coup 4 sur le projet, vous 2 et vous les frères Marouem, du coup, oui, et donc Sébastien et Fadel, c'est ça? En fait, il y a 3 fondateurs, ouais. Donc Sébastien, mon frère, ouais, et moi. Okay. Et ensuite, on s'est très vite entouré d'experts. Voilà, il nous fallait un expert médical. Après, il faut un directeur marketing, il faut un directeur commercial, il faut des forces, quoi. Il faut un bureau d'ingénieurs, il faut un industriel, il faut des pros dans tous les sens. Il faut des pros dans la certification, il faut des pros dans la protection. Voilà, c'est vraiment un monde complexe et on le découvre au fur et à mesure. Mais là, on est sur la fin. Okay. Merci. Moi, du coup, ce serait une question un peu plus médicale, mais par exemple, pour les maladies, je pense par exemple à la maladie de Parkinson, est-ce que quelque chose comme ça pourrait aider à la faire ralentir du moins ou... C'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est la maladie où ça marche le plus. Okay. Dans la littérature actuelle, alors on va publier dans 1 mois à peu près une revue de littérature exhaustive sur l'intérêt de l'escalade en santé. Et ce qui ressort, c'est sur les maladies du mouvement. Je ne peux pas trop en dire plus. Il faudra regarder ce qui se passe un peu dans la littérature scientifique. Je ne sais pas si tu es dans le domaine de la santé. Mais oui, c'est là où ça marche le mieux. Le travail musculaire, comme je l'ai montré tout à l'heure sur l'escalade, sur les troubles du mouvement, et la rigidité musculaire, ça améliore certaines choses. Merci. Moi, je peux éventuellement partager une expérience, puisque j'ai déjà fait grimper des personnes qui ont des Parkinson, même des Parkinson avancés. Ils sont venus pour leur loisir, pas forcément avec un objectif santé. Et l'expérience qu'ils m'ont partagée, ça a été cette obligation qu'on a en escalade de regarder la prise suivante. Donc il faut lever la tête, il faut parfois se cambrer un petit peu. Attraper une prise, ça veut dire aussi ouvrir la cage thoracique pour aller chercher cette prise qui est parfois un petit peu loin. Et quand on fait de l'escalade, inconsciemment,
on est dans un mode de protection pour pas tomber. Et du coup, on a tendance à aller chercher ces limites. Et quand c'est des limites qui sont liées à une pathologie comme ça, eh ben, on voit qu'on va beaucoup plus facilement aller chercher ces limites-là dans cette activité sportive que quand on va faire sa rééducation personnelle à la maison et qu'on fait ses mouvements à la maison. Voilà. Et je l'ai constaté aussi sur des personnes qui ont des scléroses en plaques, soit sur les membres supérieurs, soit sur les membres inférieurs, où c'est des membres que normalement ils n'utilisaient plus, et qu'en escalade, ils se sont mis à utiliser parce que c'est un pied, même s'il ne fonctionne pas, ça reste un point d'appui pour avoir de l'équilibre. Et du coup, je me rends compte qu'effectivement, ils se dépassent. Et cette peur de tomber qu'on crée, même si la machine elle empêche la chute, eh ben, quelque part, intellectuellement, ça les pousse à se surpasser et ça les amène à utiliser en fait, leurs membres de façon plus intense. Juste une question par rapport au mode de fonctionnement, parce que là tu viens de dire que la personne elle tombe pas. Donc du coup, vu que c'est une assistance motorisée, tu n'as plus le système où quand tu lâches, tu reviens au sol? Alors en fait, c'est au choix. C'est-à-dire que quand on démarre une section de grimpe, on peut choisir d'avoir un mode sec en permanence. Donc c'est comme si je grimpe en moulinette et que mon assureur il est tout le temps assis dans son baudrier. Et dans ces cas-là, à aucun moment, même quand je lâche subitement les prises, je redescends. Donc je suis comme pris en charge en permanence. Ça, c'est le mode qu'on utilise pour les personnes qui ont des handicaps ou qui ont des pathologies, ou dans le sport santé. Maintenant, pour un grimpeur, c'est pas très naturel comme grimpe. Et du coup, on a un autre mode où quand je lâche, et ben là, immédiatement au moment où je lâche, la machine, elle redescend. Alors soit elle redescend sans chute, soit elle redescend avec une petite chute. Ce qu'on vit sur les enrouleurs automatiques, c'est qu'il faut atteindre une certaine vitesse de chute pour qu'ils prennent en charge le grimpeur. Donc ça, nous, on l'a généré, on l'a fabriqué avec notre algorithme pour qu'on puisse avoir ce ressenti. Mais si on veut, on peut l'enlever. Et du coup, on peut avoir l'équivalent d'un enrouleur automatique, mais qui prend en charge tout de suite, dès que je vais lâcher. C'est l'avantage d'avoir différents profils dans notre application. Et en fonction du profil que je prends, eh ben, il va me restituer une expérience de grimpe qui va être celle que j'attends par rapport à mes conditions physiques. Okay. Et du coup, j'avais juste une deuxième question qui venait avec. C'est les enrouleurs automatiques, normalement, ils doivent se faire vérifier régulièrement pour voir le bon fonctionnement. Du coup, vu que j'imagine que c'est un système qui est plus complexe que ce qui existe aujourd'hui, comment est-ce que les vérifications seront faites? Parce que du coup, j'imagine qu'il faut former des gens pour qu'ils puissent vérifier le système. Alors en fait, sur ces dispositifs-là, il y a deux types de vérifications. Il y a les vérifications quasi quotidiennes, celles qu'on a nous tous en escalade. L'état du mousqueton, l'état de la sangle, ça c'est des pièces d'usure. Donc ça c'est fait quotidiennement. Sur les enrouleurs automatiques, tout comme sur notre dispositif, il est demandé dans la notice à ce que le système soit testé journalièrement. Donc ça c'est tout simple, il suffit de tirer d'un coup sec dessus et de vérifier que ça bloque. On fait la même chose avec les enrouleurs automatiques. Après, quand on parle de maintenance, on est effectivement sur un système beaucoup plus complexe qu'un enrouleur, un petit peu moins complexe qu'une automobile. Et tout comme chez Tesla, est-ce que vous savez quelles sont les révisions chez Tesla? En fait, un moteur électrique, ça ne se révise pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maintenance qui est liée à l'aspect motorisation du dispositif. La seule maintenance qu'on peut avoir, elle va être liée aux éléments de sécurité. Et donc là, ça se fait par un retour atelier, tous les X années de fonctionnement. Et la machine, elle calcule ce temps de fonctionnement et elle vous dit à partir de quand il faut faire une maintenance. Même avec un fonctionnement quasi continu, la maintenance, pour le moment, elle se situe aux alentours des 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il faut qu'elle revienne en atelier chez nous pour la vérification de certains éléments de sécurité. Mais le moteur en lui-même et les éléments qui propulsent la personne ne nécessitent en réalité pas de maintenance. Voilà. Après, pour répondre pour rentrer un peu plus dans le sujet, le problème qu'on a avec les enrouleurs automatiques aujourd'hui, c'est que tout est fait pour qu'ils reviennent le plus vite possible à la maintenance et ça coûte cher. Voilà. Ça coûte pas très cher à l'achat. Mais après, ce sont des frais en fonction de l'utilisation qu'on a. Et si on n'a pas de chance et qu'on tombe sur le mauvais système,
On peut avoir des changements de sangle tous les 3 mois, des allers-retours avec l'atelier tous les 6 mois. Et le dispositif commence à coûter cher. Nous, dans notre formule, en tout cas dans notre esprit, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place là aujourd'hui, c'est une formule tout compris pour faire en sorte que ce soit hyper simple pour les personnes qui vont acquérir la machine. Donc dans tous les cas, il y aura un retour standard, un échange standard, pardon, où à partir du moment où il y a une maintenance qui est prévue, et vu que c'est un dispositif qui est connecté, le gestionnaire le voit à distance, c'est-à-dire que même un gestionnaire qui est très loin de ces salles, comme François Petit ou d'autres qui ont des groupes, ils vont pouvoir voir l'état de fonctionnement de leur machine, et on va pouvoir prédire le retour à l'atelier. Et avant ce retour, nous, on envoie une machine en échange standard, on prend la machine qui doit passer à la maintenance. Donc voilà, on fait tout pour que ce soit le plus simple possible. Pour les sangles, voilà, aujourd'hui, sur les sangles de True Blue ou de Perfect Descente, on ne peut pas changer le mousqueton. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit changer le mousqueton, on doit tout changer, et ça coûte plus de 300 €. Nous, on va faire en sorte que les pièces, en tout cas tout le consommable, peuvent être changés par la salle. Il faut que ce soit hyper simple. Et en plus de ça, le partenariat avec la fédération, il a plusieurs sens. Pourquoi ? Parce qu'on on va commencer à former tous les professionnels de l'escalade à l'utilisation et à la maintenance des footings verticales, pour que chaque futur professionnel puisse faire la maintenance dans sa salle. En tout cas, on veut vraiment faciliter le schéma. Merci. Moi, j'ai 2 questions. Je voulais savoir si vous estimez être arrivé au bout du concept aujourd'hui que vous proposez. Et le second, si vous avez de nouveaux projets déjà en tête pour MBS. J'en ai plein. Pour vous donner des infos croustillantes, au début, j'avais envie de pouvoir faire de l'école de vol avec. Parce que c'est vrai que finalement, on a un moteur, on est en capacité de gérer la vitesse de descente de 0 à 8 mètres par seconde. Sauf qu'on s'est heurté à des petits problèmes réglementaires. C'est qu'on n'a pas le droit de faire descendre une personne à plus de 2 mètres par seconde. C'est les normes de sécurité. Et du coup, pour l'école de vol, c'est un petit peu loupé. Mais c'est pas grave. À 2 mètres par seconde, on a déjà des bonnes sensations. Mais effectivement, il y a pas mal de perspectives encore d'évolution. Là, on est vraiment sur une première génération de dispositifs. Donc, c'est des dispositifs à visée sportive, sport santé. Effectivement, comme le travail avec Fadel est hyper intéressant, parce qu'on se rend compte qu'il faut qu'on fasse une étude clinique pour pouvoir éventuellement mettre en évidence les vertus thérapeutiques. Ça pourrait être un dispositif que demain on va utiliser dans une salle d'escalade, mais en post-opératoire ou pour rééduquer une cheville. Ça, c'est l'étude clinique qui va nous dire si effectivement il y a cet intérêt-là. Et donc dès aujourd'hui, on anticipe ça en se préparant à ces éventuels futurs besoins. Parce qu'on est tous déjà certainement allés chez le kiné, et le kiné il nous dit ouais, à la maison il faudrait que vous fassiez ça, et puis en réalité à la maison on ne le fait pas à 100%. Et ben si demain le kiné pouvait via notre interface nous mettre un petit programme de sport adapté qui va aider à la récupération en plus de ce qu'on fait chez le kiné, et que je peux le pratiquer en salle d'escalade, c'est top. Parce qu'au final, je vais d'abord faire 1 heure de sport adapté pour ma cheville, et puis ensuite, je vais m'alléger de 80 kg, et puis je vais aller faire quand même de la grimpe. Parce que voilà, ma cheville, elle craint rien si je ne mets pas de poids dessus. donc ça, effectivement, c'est des évolutions qu'on a prévues. Et puis après, il y a, ce dispositif, c'est un treuil robotisé. Donc il peut avoir des applications en milieu industriel, il peut avoir des applications dans le domaine de la défense, de la sécurité. Voilà, il y a pas mal de débouchés. Et donc, on va embrasser ces débouchés-là à partir du moment où on aura démarré la commercialisation de la partie sportive. Voilà. Oui, je voulais savoir, ça par rapport au prototype de Colmar, combien de personnes sont passées déjà, depuis quand et quel genre de profil
Alors, je vais commencer la réponse et je vais laisser Seb terminer parce que c'est lui qui est dessus. On a fait passer des milliers de personnes sur les prototypes. Pourquoi ? Il nous fallait un retour. Et surtout qu'un prototype, ça reste un prototype, il faut le faire évoluer. Alors, on avait besoin de ces retours pour pouvoir faire évoluer le prototype de base, la preuve de concept. C'est pour ça qu'on est parti de Guillaume, parce que Guillaume, c'est vraiment l'extrême. On ne peut pas aller plus loin que ça. Et c'est dit depuis le début, c'est que si on arrive à faire grimper Guillaume, on fera grimper tout le monde et ce sera vraiment accessible à tous. Donc le prototype est disponible à Colmar. Au début, on n'avait pas de créneau et on faisait essayer à tout le monde parce qu'on avait vraiment besoin de beaucoup de retours pour améliorer la solution. En revanche, aujourd'hui, on est sur un créneau de 10h à midi où Seb reçoit du monde, en fait, toutes les personnes ou tous les groupes qui veulent venir essayer. Donc, il y a des seniors, des personnes en surpoids, il y a tous les publics handicapés, il y a des sédentaires, il y a vraiment de tout, de tout. Mais je pense que là où on a eu le plus gros retour d'expérience, c'était aux JO paralympiques, parce qu'en fait, on a fait grimper plus de 400 personnes en situation de handicap, en tout cas en perte d'autonomie, pas forcément en situation de handicap. En 10 jours, 400 personnes en 10 jours. C'était l'usine. C'était dur et fatigant. Non, là, on était aux JO paralympiques, donc à Paris. Donc, on avait un mur mobile et en fait, il fallait faire grimper donc tous les jeunes, on peut le dire, les jeunes et moins jeunes qui voulaient tester l'escalade. Donc, il y avait beaucoup de valides et énormément aussi de personnes en situation de handicap. Et on était dans l'endroit rêvé pour faire grimper les personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'était là où on a eu notre plus gros retour d'expérience. Là, on a pu pousser en fait nos solutions à leur maximum. Et quand on est revenu de cet événement, on a pu continuer à améliorer nos solutions pour avoir des solutions quasiment terminées. Là, on est sur la fin. Ouais, effectivement, parce que dans le monde du handicap, en fait, entre deux personnes paraplégiques, on peut potentiellement avoir deux personnes complètement différentes. Et ça, on en a pris conscience pendant les Jeux paralympiques de Paris parce que nous, on a Guillaume qui est tétraplégique, on a Gaël qui est paraplégique. On a un ambassadeur par type de handicap. Et aux Jeux paralympiques de Paris, on s'est rendu compte, en faisant grimper tous ces gens, qu'entre deux personnes paraplégiques ou entre deux personnes tétraplégiques, il pouvait y avoir des différences majeures. Et ça nous a permis de faire évoluer nos produits. Par exemple, le harnais. Il a beaucoup évolué pendant cette période-là, parce que du coup, on a pu l'adapter à ce qui fonctionne au plus grand nombre. Et aujourd'hui, qu'on ait un fauteuil électrique, qu'on ait un fauteuil normal, le harnais est adapté en fait, à pouvoir être enfilé sans avoir à sortir de son fauteuil. Et par rapport aux enfants aussi, on a vu des profils d'enfants très très différents. Un enfant de 7 ans, ça peut peser 50 kg ou ça peut peser 20 kg. Un enfant de 7 ans en fauteuil, il a des jambes qui sont toutes petites parce qu'il ne les utilise pas. Et avec le même harnais, on va pouvoir prendre l'enfant de 7 ans qui fait 50 kg et qui est en situation d'obésité, tout comme on va pouvoir prendre l'enfant de 7 ans qui est en fauteuil roulant et qui a des jambes toutes fines. Et donc cette expérience-là, avec ces milliers de personnes qui sont passées, nous a permis vraiment de faire évoluer les produits, ainsi que les algorithmes des machines. Parce que la machine, elle reproduit le mouvement de la personne, reproduit le mouvement humain. Et si on sent qu'on est assisté, l'expérience, elle n'est pas bonne. Donc il faut vraiment qu'on oublie le fait qu'on soit assisté. Et souvent, quand je fais des essais, c'est pour ça que je commence avec pas mal d'assistance et après, je l'enlève d'un coup. Et là, la personne, elle se rend compte du retour de la gravité. Et elle se rend compte qu'en fait, elle ne sentait pas l'assistance de la machine. Et nous, en tant que grimpeurs, c'est aussi ce qu'on attend de ce système-là. Si on veut qu'un grimpeur prenne du plaisir dessus, il faut qu'il puisse bouger comme il bouge naturellement sur la voie. Au début, ce n'était pas le cas. Et grâce à tous ces passages, toute cette expérience cumulée, on va vers une réponse du moteur qui correspond au mouvement humain. On va prendre une toute dernière question. Voilà, madame. Merci. J'ai une petite requête. J'aimerais bien que vous n'oubliez pas les psychomotriciens qui peuvent être des partenaires vraiment de l'équipe pluridisciplinaire. On invente déjà parfois dans certains hôpitaux, centres de rééducation fonctionnelle, dans des services, dans des cabinets, dans des maisons d'accueil spécialisées, on invente parfois des systèmes alambiqués
pour ma part, j'utilise l'élève personne en H et des structures d'IMA pour créer tantôt en rampant, donc en plan horizontal, mais tantôt en vertical pour des personnes polyhandicapées et déficientes intellectuelles sévères. Et on a besoin aussi de vos inventions. Donc ne les oubliez pas, bien souvent on est très oubliés. Je vous remercie de votre témoignage parce que je veux juste dire merci aussi. Ouais, hein. je Merci, bosse on les oublie en pas. centre de rééducation et alors quand on fait tous ces tests-là, j'ai des retours également et je suis pas tout seul. Hein. Il y a une équipe derrière moi et il y a une psychomotricienne qui s'appelle Clotilde qui bosse avec moi à l'hôpital. Et en effet, le remaniement psychocorporel qu'engendre le handicap, il est vachement important. Et quand on est dans le domaine de la verticalité, il est un peu atténué et les psychomotriciennes l'attestent. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette table ronde. Vous pouvez prendre les contacts de Fadel aussi pour faire et puis aller tester directement le truc. Merci. Et bon salon.